Nous avons vu dans ces premiers échanges qu'il était important, de sensibiliser, voire former le personnel pour que tout le monde comprenne de quoi nous parlons lorsque nous parlons de santé mentale, de handicap psychique. Et puis également, nous l'avons vu à travers l'exemple de Guillaume Guichard, qu'il était important vous disiez soutenir tout à l'heure, et donc d'accompagner, de mettre en place un accompagnement qui va permettre effectivement d'identifier les besoins de la personne et puis de trouver des solutions concrètes pour les personnes concernées. Et donc, en fin de compte, cette table ronde qui est assez richement, qui est assez riche, on va dire, donc va nous permettre justement d'identifier et de découvrir les acteurs qui, de manière concrète, peuvent être mobilisés par les employeurs de Bourgogne-Franche-Comté pour sensibiliser, former, et puis ensuite les acteurs qui vont être plus sur l'accompagnement des personnes. D'accord ? Donc là, on va être vraiment dans l'opérationnel, et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par la sensibilisation. On a Madame Norguet qui est là. Donc vous représentez l'UNAFAM qui est connue sur la thématique du handicap psychique, de la maladie mentale. Vous pouvez intervenir aussi bien pour sensibiliser que pour former. Vous allez nous dire quelques mots sur l'association et puis ensuite nous expliquer votre offre et ce sur quoi les employeurs peuvent vous mobiliser. Alors, je suis Catherine Norguet, je suis bénévole dans une association qui s'appelle l'UNAFAM, association nationale qui a des délégations départementales et régionales. Donc, pour la nôtre, c'est la délégation départementale de Côte d'Or et nous avons une association, une délégation régionale Bourgogne-Franche-Comté. Alors, nous avons beaucoup parlé ce matin de la personne qui vit avec des troubles psychiques. Mais il faut voir aussi que les premiers qui sont impactés par cette personne qui vit avec des troubles psychiques, ce sont les familles. Les familles qui sont souvent les premiers accompagnants, les premiers qui perçoivent la maladie psychique, le trouble psychique de l'entourage. Ça peut être aussi bien un enfant qu'un parent, un frère, une sœur, n'importe qui dans la famille. Il faut savoir aussi que ces troubles psychiques qui impacte cette famille, c'est un véritable tsunami quand on se rend compte que la personne qui vit avec nous, qui vit dans le cercle familial, est atteinte de ce trouble psychique. Donc comment faire ? Comment aider ? Comment accompagner ? Que faut-il faire pour pouvoir être proche de cette personne qui vit avec nous ? Et nous, la famille est complètement paumée. C'est-à-dire elle ne sait plus du tout où elle en est. Et donc là, il y a l'UNAFAM. L'UNAFAM, le sauveur. Enfin, le sauveur, j'exagère, mais disons que l'UNAFAM est là pour les familles, pour les aider, les conseiller, les comprendre, leur dire un petit peu ce qu'il faut faire par rapport à tout ce qui est non seulement la prise en charge médicale, puisque nous travaillons en partenariat aussi bien avec le CHU que le centre hospitalier La Chartreuse. Nous avons des partenariats médicaux, nous avons des partenariats auprès des structures, nous avons des partenariats aussi auprès des structures d'emploi qui peuvent aussi intervenir auprès de nous et nous les voyons, nous le discutons avec eux. Nous avons aussi des partenariats avec la MDPH parce qu'il faut voir que les bénévoles sont aussi et représentent les usagers de la plupart de ces structures, aussi bien auprès du CHLC, aussi bien auprès du CHU, aussi bien auprès de la MDPH, de l'ARS, des GEM, des groupes d'entraide mutuelle. On n'en a pas du tout parlé, mais c'est aussi une structure qui est importante, qui accueille les personnes qui sont stabilisées,
qui sont atteints d'un trouble psychique et qui peuvent mettre en place des activités ensemble, quelles qu'elles soient. Ils forment une petite association à l'intérieur du GEM pour pouvoir mettre en place des activités. Alors l'association, si je reprends un petit peu depuis le début, l'UNAFAM est une association qui est quand même assez ancienne puisqu'elle a été créée en 63. Elle a été reconnue d'utilité publique en 68 et elle est agréée par le ministère de la Santé pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Et elle a un agrément qui court jusqu'en 2026 et qui est remis en place tous les 5 ans. Donc l'UNAFAM, sa spécialité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'accueillir, d'écouter, de soutenir les personnes, l'entourage des personnes qui sont atteintes essentiellement de troubles de schizophrénie, de troubles bipolaires, de dépression sévère et résistante, de troubles de la personnalité borderline, des troubles anxieux et phobiques, et aussi, on en a parlé, des troubles de l'alimentation qui aussi interviennent dans le cadre des maladies psychiques. Alors, nous proposons à ces familles des rendez-vous qui sont personnalisés, des rendez-vous avec une accueillante, une écoutante, qui a été formée par l'UNAFAM nationale pour justement accueillir et écouter les personnes, les familles, l'entourage qui éprouvent des difficultés avec leurs malades. Alors ça, c'est une offre qui ne concerne pas directement les employeurs, mais n'empêche qu'un agent peut aussi être parent d'un enfant en situation ou conjoint, avoir un conjoint en situation de handicap psychique. Et pour le coup, c'est quand même intéressant que les employeurs aient connaissance de cette offre-là, car ça peut intéresser les agents, pas directement malades, mais en tout cas vivant avec un malade. Oui, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est l'entourage familial qui est le premier accompagnant. Donc c'est l'entourage familial qui va aider aussi la personne qui est malade à faire les démarches, à trouver des accompagnements, à l'aider à remplir un dossier MDPH ou un autre dossier pour avoir des aides sociales et des aides financières. Donc nous avons des groupes de parole, nous avons aussi un référent pénal justement pour les personnes qui sont sous main de justice ou détenues. Et là, nous pouvons aider aussi les familles parce que nous sommes en lien avec la justice aussi. Et là, nous proposons également des formations et des sensibilisations. Alors des formations pour les familles, pour ce qu'on appelle les aidants, et des formations qui sont plutôt axées sur les troubles de la bipolarité, comment communiquer avec un proche qui souffre de troubles bipolaires, la dépression sévère et résistante, la présentation des troubles psychiques, les troubles anxieux et phobiques, les troubles du comportement alimentaire, etc. Et nous intervenons, alors ça ce sont des formations qui durent une journée, mais nous intervenons aussi à la demande auprès des services, des structures, ça peut être aussi des associations, des structures et des entreprises qui souhaitent présenter à leur personnel ce qu'est la maladie psychique. Qu'est-ce que c'est que la maladie psychique? En quoi elle peut impacter sur l'emploi? En principal, on a monté dernièrement avec l'Institut Agro une formation pour la présentation des troubles psychiques avec des personnes qui étaient responsables des ressources humaines, avec des formateurs également, parce qu'on a parlé aussi de tout ce que vous venez de dire, la difficulté de trouver un emploi pour ces personnes qui souffrent de troubles psychiques. Donc là, on fait un petit peu une sensibilisation, un peu à la demande. On intervient aussi, par exemple, au CHU, auprès des infirmiers et puis du service, des permanenciers du service du 15, pour accentuer leur démarche concernant la prise en charge. Pour les infirmiers, c'est la prise en charge médicale. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Quand on se trouve face à une personne
qui ne veut pas être prise en charge, ou à une famille. Là aussi, c'est pareil. Pour un emploi, il peut y avoir des difficultés. Enfin, je ne vais pas refaire tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ce matin, mais il y a des difficultés aussi pour se maintenir dans l'emploi par rapport à la fatigabilité, etc. Voilà, donc on met en place des formations un petit peu adaptées à la demande de la structure. Et ça, je pense que c'est important parce qu'on peut vous présenter un petit peu l'ensemble des troubles psychiques, ce qui fait que la personne qui est malade, qui est en souffrance, pourquoi elle est en souffrance, de quoi elle peut souffrir et comment la repérer dans sa souffrance. Donc, je vous laisse aussi, il y a des tas de petites cartes de visite avec nos coordonnées, une permanence téléphonique, 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Vous avez le numéro de téléphone. Nous avons un site départemental qui est assez bien fait, qui est régulièrement mis à jour. Et nous avons un site national, unafam.org, qui est extrêmement bien fait, qui d'ailleurs a aussi publié et édite un livre sur les recherches d'emploi et comment se faire aider, comment trouver une aide dans une structure ou dans tout ce que vous avez dit également, comment avoir des aides financières, des aides humaines, dans ce petit bouquin qui est vraiment très bien fait. Donc notre adresse postale, également notre adresse mail. Donc, si je comprends bien, si je suis un employeur public, que je souhaite organiser une sensibilisation, une formation, je prends contact avec vous, oui. Et puis ensuite, en fonction de mes objectifs, oui. Vous serez en capacité de faire une proposition. Est-ce que l'association est financée déjà j'imagine que vous avez différents types de financement pour réaliser ces actions-là, ou est-ce que ça fera l'objet d'un devis et puis ensuite alors, là, une prestation en tant que telle? Là, il peut y avoir un devis, effectivement. D'accord. Voilà. Alors, je vais vous dire, c'est pas énorme non plus. Généralement, on demande pour les structures qui peuvent aussi financer, parce qu'il y a des associations. Tout ça, c'est aussi une question que l'on peut voir ensemble, que l'on peut considérer ensemble. Évidemment, il y a aussi des partenariats qui s'instaurent, mais sinon, généralement, c'est de l'ordre de 350 € pour une matinée ou une après-midi. Très bien, merci pour cette indication. Merci beaucoup. Donc voici un premier acteur qui est présent en Bourgogne-Franche-Comté et qui peut réaliser des sensibilisations, voire des formations sur le sujet qui nous anime. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant que on va parler d'une autre association, avec Madame Marche, et donc avec les invités au festin. Vous êtes installés sur Besançon, si je ne m'abuse. Oui. Et vous également, vous proposez une offre de sensibilisation et de formation sur la région. Donc on vous écoute. C'est ça, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Julie Marche, donc je suis formatrice dans le domaine de la santé mentale au sein de l'association des invités au festin. Cette association, en fait, elle a une expertise qui date d'à peu près 30 ans, puisqu'elle a été créée dans les années 90 par un psychiatre qui a souhaité offrir une alternative complémentaire, si vous voulez, aux soins hospitaliers, à ce qui pouvait se faire en médecine purement psychiatrique, hospitalisation ou autre. Et alors je ne sais pas si la technologie, désolée. Voilà, comme ça. On avait fait un petit diapo, donc je me dis autant vous le montrer. Voilà, les objectifs du coup de cette alternative, c'est de créer du lien, principalement. C'est de dire, comme vous le disiez, les familles peuvent être fatiguées, les professionnels aussi. L'idée, c'est de permettre aux gens de se retrouver dans un environnement comme un petit peu à la maison pour les personnes qui seraient en souffrance psychique ou en exclusion sociale. L'idée, c'est de lutter contre la solitude et de me créer des espaces, des endroits où ils peuvent se sentir à l'aise et en sécurité pour développer leur plein potentiel et développer une vie tout à fait épanouissante. Voilà, selon les principes de la psychiatrie citoyenne. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais en voilà quelques lignes. La psychiatrie citoyenne permet en fait aux personnes atteintes de troubles psychiques de vivre pleinement leur citoyenneté, avoir accès aux droits. Je crois qu'il est tout détordu, mon PowerPoint. Lutter contre la stigmatisation et véritablement permettre aux gens une autonomisation, une inclusion
dans la vie sociale, un retour à l'emploi ou une activité professionnelle. En tout cas, on est sur le pouvoir d'agir, empowerment et rétablissement. Voilà. Pour cela, donc, l'association a créé des lieux de vie. Aujourd'hui, il y a 105 bénéficiaires directs pour 37 places dans 2 pensions de famille que l'association gère et coordonne. Il y a aussi 2 groupements d'entraide mutuelle et un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. On a un accueil de jour et une friperie qui fonctionne très très bien pour les Bisontins, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Et on a donc, pour gérer tout ce petit monde-là, 44 salariés et une 60aine de bénévoles. Donc, suite à cette expertise, depuis de nombreuses années, à peu près 15 ans, les professionnels ont mis à disposition leur savoir-faire, leur savoir-être auprès des personnes de l'accompagnement social, des personnes qui accompagnent les personnes en souffrance psychique. Et depuis maintenant 3-4 ans, l'association a souhaité développer, agrandir son offre de formation pour la tourner, enfin l'ouvrir, voilà, parler de santé mentale, déstigmatiser toujours plus et l'ouvrir auprès des particuliers, donc des citoyens, auprès des collectivités, des entreprises, des administrations, pour vraiment aborder ces questions de la façon la plus simple possible. Pour cela, il y a plusieurs formats. Donc, il y a les sensibilisations. On crée des ateliers sur mesure en fonction des thématiques. On participe à des journées à thème également, à des conférences, ateliers, voilà. Ou des stands. Ça dépend vraiment les demandes et les besoins. L'idée, c'est de parler. On a pour mission à ce niveau-là de semer des graines et de rendre accessibles toutes les questions autour de la santé mentale. Et puis le deuxième volet, ça va être les formations, où on vous a fait une jolie roue comme ça. Toutes les formations tournent autour de la santé mentale. Alors je vais prendre quelques instants pour vous parler des premiers secours en santé mentale, dont je suis secouriste. J'imagine qu'il y a des secouristes aussi dans la salle. C'est une formation 2 jours régie par PSSM France, dont je suis formatrice accréditée. Et c'est 2 jours qui s'adressent à tous les citoyens, citoyennes, professionnels de l'accompagnement ou non, pour permettre aux personnes d'acquérir les connaissances de savoir-être, de savoir-faire, pour venir en aide à des personnes en souffrance psychique, qu'elles soient en état de crise ou en maladie chronique, situation handicapante ou non. L'idée est de permettre à chacun d'avoir les clés, les compréhensions sur les troubles, les adresses, les contacts, les relais, enfin tout ce qui peut exister pour que chacun puisse, quand on en a parlé tout à l'heure, quand on a des signes de changement, quand on a des signes et que certaines personnes peuvent exprimer des symptômes, comment on agit nous en tant que citoyens. Voilà, c'est une formation qui dure 2 jours et qui est accessible à partir du moment où vous êtes majeur. Et puis, on a d'autres formations qui ont été déclinées tout autour de la santé mentale, qui vont être vraiment sur des sensibilisations, des premières approches, et également comment on intègre la notion de santé mentale dans les pratiques professionnelles. Qu'est-ce que la santé mentale au travail? On parle du burn-out, mais le burn-out n'est pas, même s'il est très à la mode, enfin, on en entend parler beaucoup, n'est pas le seul point d'entrée de la santé mentale dans le milieu professionnel. Comment on adapte aussi nos pratiques managériales. Il y a plein de bonnes volontés, plein d'envies, mais on n'a pas toujours les codes, on n'a pas toujours les meilleures façons de faire. Et puis, nous-mêmes, des fois, en tant que manager, on a une santé mentale à préserver. Et ce n'est pas forcément évident. On a aussi toutes les démarches de qualité de vie au travail, les risques psychosociaux. On a développé des formations spécifiques, par exemple, sur le stress au travail. Comment est-ce qu'on gère des situations stressantes, l'épuisement professionnel, le harcèlement, mais également la gestion des conflits. Parce qu'en entreprise, on sait que ça vient générer des soucis de santé mentale, avec, du coup, une pratique particulière sur la médiation en milieu professionnel. Voilà, on a essayé de répondre un petit peu à toutes les thématiques qu'il pourrait y avoir dans ce secteur-là.
Il y en a d'autres en devenir. Il y a PSSM Jeunes qu'on va proposer prochainement, et puis aussi une formation qu'on nous demande assez souvent. J'imagine que certains doivent être confrontés à cela. Ça va être l'accueil des personnes en souffrance psychique dans des points d'accueil ou dans des collectivités. Et je pense à la Poste, à la CPAM, voilà, toutes les personnes où il y a des guichets d'accueil, et puis les personnes ne sont pas forcément formées. L'accueil des usagers, vous voulez dire. Voilà, l'accueil des usagers qui pourraient arriver comme ça un jour en souffrance psychique. Et on sait bien que la première demande n'est pas forcément la vraie demande, mais celle qui est la plus facile à poser. Et donc, de comment aider les professionnels à aller plus loin que simplement peut-être une mauvaise humeur qui arrive, ou un état de stress qui pourrait provoquer des mots pas toujours bien choisis. Voilà. Et le dernier, c'est nos jolies têtes avec mes collègues, avec nos contacts. Donc vous avez le site internet, je laisse également des petites cartes, si jamais. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur la roue, là, tout est modulable, c'est-à-dire qu'en fonction des besoins, les gens vont prendre un petit peu de comment on peut intégrer la santé mentale en milieu professionnel, mais aussi comment est-ce qu'on peut apprendre à gérer son stress. Et du coup, nous créons des parcours de formation sur mesure. Toutes sont certifiées Calliope. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, une offre de sensibilisation et de formation qui est déjà étoffée. On va voir que c'est pas fini. Je vais reprendre la télécommande, si vous voulez bien. Et puis le micro aussi. Allez, hop, allons-y. Donc, nous avons également Clubhouse France qui s'est implanté depuis peu sur Dijon. Et Madame Poinceau, vous pouvez également intervenir sur de la sensibilisation, voire sur de la formation. Et vous allez nous présenter votre offre. Je vous laisse la télécommande, peut-être. Je sais plus. Je veux bien, merci, oui. Allez, hop. Merci, et puis merci de m'avoir invité à cette table ronde et à ce colloque qui est passionnant. Donc, je suis Carole Poinceau, directrice du Clubhouse de Dijon. Le Clubhouse existe, le modèle Clubhouse existe depuis les années 50. C'est né d'un modèle nord-américain. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'il est né en fait des usagers eux-mêmes, c'est-à-dire que des personnes ayant des troubles psychiques sorties d'hospitalisation ont décidé de se réunir, de s'entraider, de faire de la pair-aidance avant qu'on appelle cela de la pair-aidance, pour rompre l'isolement social, retrouver une insertion professionnelle et contribuer ainsi à déstigmatiser les troubles psychiques. Ce modèle s'est étendu dans le monde. On a maintenant 355 clubhouse dans le monde qui sont tous accrédités selon 37 standards internationaux que l'on suit et que l'on adapte évidemment. Ce sont des standards, donc on les adapte aussi à la culture du pays. Clubhouse France a été créé dans les années 2011 à Paris par la Fondation Charrier. Nous sommes maintenant 12 clubs en France. Et j'étais, il y a encore un mois, la petite dernière de la famille, c'est-à-dire le Clubhouse de Dijon s'est créé en 2023. On a maintenant un Clubhouse à Grenoble. Voilà. Donc je ne suis plus la cadette. Alors les Clubhouse, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est que leur mission, leur ADN en fait. Notre objectif, nous, c'est d'être un tremplin vers la réinsertion sociale et professionnelle des membres. Les personnes qui viennent au Clubhouse, ils viennent de leur plein gré, bien évidemment, volontairement, quand elles veulent, si elles le veulent, une fois par semaine, une fois par jour, 3 heures, une journée. Et notre rôle à nous, ça va être de les accueillir avec leur capacité de faire, d'agir, pour les emmener ou les accompagner sur le chemin de leur rétablissement personnel, ce que l'on appelle le PPR, le plan personnel de rétablissement. Et ce plan personnel de rétablissement, on l'a dit, on le dit depuis le début de la matinée, c'est un tout, ça fait partie, toutes les facettes de la vie sociale, affective, professionnelle, physique, de santé physique aussi, sont évidemment importantes. Donc on accompagne les membres de notre association sur le chemin de leur rétablissement, et on considère que ce chemin
va aussi vers une réinsertion sociale et professionnelle. Parce que être citoyen de son pays, être citoyen dans une société, ça fait partie de notre santé mentale et de notre équilibre mental. Et on est tous, voilà, qu'on ait un handicap psychique ou pas, on le sait tous. Donc on veut rendre en tout cas accompagner vers les personnes, ces personnes à leur retour, en tout cas si elles pensent l'avoir perdu, puisqu'à notre sens elles ne l'ont pas perdu, leur retour, penser à leur citoyenneté. Donc si on a vu tout à l'heure qu'un retour à l'emploi, ça se prépare, je vais me situer volontairement sur les situations de maintien dans l'emploi. Donc on peut imaginer un agent qui a un épisode santé important, avec un arrêt assez long, peut-être une période d'hospitalisation, puis à un moment donné, l'intérêt pour l'employeur de connaître votre existence, c'est que on peut imaginer que l'employeur prépare le retour à l'emploi, qui est une proposition par l'employeur de rencontrer le médecin du travail, et puis qu'à un moment donné, on voit que la personne elle est un peu isolée, elle est à la maison, elle a besoin de reprendre confiance en elle, et là, quelque part, ce qui est proposé par le Clubhouse, ça va permettre à la personne de venir, de s'intégrer dans des projets, de mettre l'énergie, les compétences qu'elle peut apporter, et comme ça, de reprendre confiance, de se remettre dans l'action, et en fait, on va être sur les premiers pas qui vont lui permettre de revenir à l'emploi avec la confiance qui va être retrouvée. C'est bien ça. Vous connaissez bien le modèle, merci. Non, mais... non, on a bien travaillé ensemble avant. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je vous avais passé la parole en mettant en avant plutôt votre offre de formation et de sensibilisation. Mais là, vous êtes en train de parler de l'offre qui est proposée aux personnes et je voulais juste rappeler en quoi c'était intéressant par rapport à la préparation du retour à l'emploi des agents qui pouvaient rencontrer. Oui, mais vous avez raison. Effectivement, je parlerai après de l'offre de formation, sensibilisation très rapidement, vous inquiétez pas. Oui, en fait, la méthode de Clubhouse que l'on met en place, c'est effectivement pour un retour à l'emploi après une période d'hospitalisation. Et nous, on a 4 piliers qui sont affichés ici sur cette diapo. C'est le faire ensemble. En fait, les membres ne sont pas des usagers, pas des bénéficiaires, encore une fois. Les membres se mettent en mouvement ensemble sur des projets pour réaliser des projets qu'ils auront eux-mêmes décidé de faire pour le Clubhouse ou pour eux-mêmes. Ça peut être, par exemple, il y avait Enedis tout à l'heure, contacter des entreprises pour pouvoir avoir des entretiens d'embauche blancs, s'entraîner aux entretiens d'embauche. Contacter des entreprises de la période de l'agglomération dijonnaise pour savoir un petit peu quels sont les postes qu'ils recherchent et eux-mêmes s'y préparer. Donc c'est du benchmarking d'emploi. Et s'ils souhaitent le faire, nous, on les accompagne là-dedans. Il va y avoir aussi la paire aidance, parce que ceux qui tiennent et qui font vivre le Clubhouse, pour l'instant, je suis la seule salariée et au maximum, on sera 3-4, ce sont les membres du Clubhouse. Ils répondent au téléphone, ils accueillent, ils tiennent l'administratif, on mange tous ensemble, ils font les courses, la cuisine à tour de rôle, évidemment, et organisent par exemple les portes ouvertes, quand on en aura, puisqu'on va bientôt intégrer notre nouveau local en février, qui sera rue René Char, mais évidemment il y aura une communication là-dessus. Et puis il y a également ce dont j'ai parlé, le projet personnalisé de rétablissement. Là, c'est le membre qui choisit parmi les salariés la personne référente avec qui il aimerait travailler sur ce chemin du rétablissement, préparation à l'emploi et aussi peut-être rétablissement en santé physique, mentale, liens sociaux. Et enfin, tout cela amène à travailler, vous l'avez dit, comme aux invités du festin, l'empowerment, c'est-à-dire l'autodétermination de la personne, puisque cette personne vient au Clubhouse dans un cadre pré-structuré dans lequel il ou elle invente son chemin de rétablissement. Voilà. Ça, c'est la méthode de Clubhouse. Oui. Donc, on utilise beaucoup les roues, mais par ce travail que fait le Clubhouse, en fait, on essaye de s'adapter puisqu'on est complémentaires.
On est complémentaires, on travaille au niveau national et j'espère bientôt aussi à Dijon avec l'UNAFAM, avec les établissements médico-sociaux, avec la GFIP, avec les employeurs publics. Et on est complémentaires à toute l'offre médico-sociale et de santé qui existe sur un territoire. L'idée, c'est de travailler en interdisciplinarité, en transversalité, pour que justement la personne concernée par les troubles psychiques puisse trouver ce qui lui convient, l'outil qui lui convient au moment où ça lui convient. On a quelques réussites, évidemment. 42% de taux d'insertion en 2023 pour des membres qui ont fréquenté environ en moyenne 2 ans le Clubhouse, donc 89% en milieu ordinaire. Ça se fait grâce aux membres, mais aussi parce qu'on a 300 entreprises au niveau national qui sont nos partenaires. Il y a eu une étude en 2014-2015 qui montrait que des membres qui viennent régulièrement au Clubhouse peuvent réduire leur hospitalisation, leur durée d'hospitalisation. Donc c'est important, à condition évidemment que ce soit en complémentarité avec tous les acteurs du territoire. Et enfin, comment est-ce qu'on fait au Clubhouse pour vivre et être efficace ? On peut être partenaire, c'est-à-dire qu'on peut accompagner et former vos services également. Et puis, on demande aux entreprises d'être des tremplins vers l'insertion pour pouvoir accueillir en stage, en immersion, en emploi accompagné, évidemment. Voilà. Donc, notre centre de formation, c'est la Clubhouse France Academy. Et pour nous, le Clubhouse de Dijon, nous allons ouvrir un local en février 2025. Aujourd'hui, on tient une permanence. Je remercie la mairie de Dijon qui nous prête une salle 4 fois par semaine, tous les après-midi. Et je donnerai évidemment vous pouvez prendre mes contacts puisque nous sommes ouverts depuis avril à peu près pour accueillir toutes sortes de membres, tous les membres qui le souhaitent et évidemment les employeurs, les familles qui veulent aussi des informations. Voilà. Merci pour votre écoute. Donc sur l'offre de formation, vous avez expliqué qu'il y a un réseau national, Clubhouse, et c'est plutôt vos confrères de la région parisienne qui interviennent, et là aussi vous pouvez adapter, j'imagine, aux besoins des employeurs. C'est ça. En fait, on a un service formation au siège national qui évidemment est Calliope, donc ça permet de pouvoir faire jouer les OPCO pour le financement des formations. Disons que eux peuvent s'adapter aux demandes évidemment, et en région, ils descendent en région pour des formations en présentiel ou en distanciel si c'est ce que les entreprises souhaitent. Merci beaucoup pour cette présentation dynamique. Bien, mais écoutez, on va passer à Monsieur Vasseur, donc sur la présentation d'un dispositif. Donc là, vous voyez, on va être quasiment en transition. On est sur des dispositifs qui sont en transition, qui proposent de l'accompagnement. Les premiers, on était sur de la formation, de la sensibilisation, de la formation. Et puis là, vous faites aussi cet aspect-là. Puis il y a également des activités qui sont proposées aux personnes qui sont, on va dire, aux malades. Et vous également, vous proposez des activités qui sont différentes de celles qui viennent d'être présentées. Je vous en prie. Pourquoi pas, en tout cas. Bonjour, moi c'est Camille Vasseur, donc je suis chargé de communication à l'association Itinéraire Singulier, qui est basée à Dijon. Alors en quelques mots, l'association, elle est née des services d'art-thérapie de l'hôpital La Chartreuse, donc l'hôpital psychiatrique à Dijon, en l'an 2000. Donc on va fêter nos 25 ans l'année prochaine. Et elle s'inscrit dans une volonté de démocratiser l'art et l'accès à la culture pour tous, et d'accentuer le fait que l'expression et la culture sont des moyens privilégiés de lutte contre les exclusions. Donc, elle a pas mal évolué au fil des années. Donc, on travaille étroitement avec le centre hospitalier La Chartreuse, comme je vous l'ai dit. Chaque année, on organise un temps fort au printemps qui se caractérise par un festival pluridisciplinaire les années impaires. Donc, en 2025, au printemps, vous aurez un festival. Et par une biennale d'art singulier les années paires. Donc, il y a tout plein d'événements qui sont
des événements amateurs et professionnels qui sont organisés dans une volonté de déstigmatiser la maladie mentale, la santé mentale, en mettant en lumière des actions artistiques et culturelles qui peuvent être menées en institution, notamment sanitaire ou médico-sociale. On a toute une autre partie qui est à destination des professionnels de la culture et de la santé pour accompagner la mise en place de projets culturels en institution sanitaire ou médico-sociale. On a également un troisième axe qu'on développe depuis 2016. C'est au sein même de l'hôpital de la Chartreuse à Dijon, on a développé un centre d'art singulier, un espace d'exposition ouvert 5 jours par semaine, tous les après-midi, et ouvert à tous les publics. L'idée de ce lieu, c'est de déstigmatiser l'hôpital et la maladie mentale en faisant venir le grand public, déjà dans un premier temps, dans l'hôpital. Bien sûr, c'est également proposer une offre culturelle également pour les patients de l'hôpital, mais également pour tous les publics de la région, ou en tout cas de la métropole dijonnaise. L'idée de ce lieu, c'est que, alors à l'association Itinéraire Singulier, on est 2 salariés, donc on est une petite association, mais avec pas mal d'actions, et donc ce lieu, pour qu'il soit ouvert à tous les publics, il est tenu par des bénévoles de l'association. Ces bénévoles sont eux-mêmes, pour une partie, issus donc de la Chartreuse, résidents ou anciens résidents de la Chartreuse, mais également des animateurs sociaux. On a également, donc tous les après-midi, viennent se rassembler pendant 3-4 heures, un patient de l'hôpital avec une personne de l'extérieur. On travaille également avec des associations de cadres à la retraite qui viennent donner de leur temps pour permettre à ce lieu d'ouvrir. On a également déjà travaillé avec des prisons, avec des anciens détenus pour favoriser leur réinscription sociale, et avec toute personne isolée ou fragile socialement ou psychologiquement qui souhaiterait s'engager dans un projet associatif bénévole et tenir, ne serait-ce qu'une après-midi, une fois par mois, une fois par semaine, une fois dans l'année, ce lieu d'exposition, accueillir le public, proposer un petit verre, puisqu'on a une petite bistroterie, et voilà, et discuter le temps d'une après-midi avec tel ou tel bénévole. Donc ce qui est proposé, ça va permettre tout à l'heure, le professeur disait tout à l'heure qu'on a des personnes qui souffraient d'isolement, hein, parce qu'en fait, la famille souffre aussi, donc il y a de l'isolement. Cet isolement, il est lourd à vivre pour les personnes. On peut avoir des personnes qui sont effectivement, qui ont eu un arrêt assez long. Pareil, on se remet un petit peu dans la perspective d'une reprise de l'emploi ou une stabilisation de la reprise d'emploi. Et pour le coup, ce que vous proposez, c'est de venir comme ça participer à des temps. En fait, c'est des temps qui vont permettre d'avoir des liens sociaux, d'avoir une activité qui est valorisante et d'être dans un lieu où on va comprendre en fait la situation. On va pas aller dans une association lambda où on va être confronté à des difficultés de relations, d'incompréhension. Là, on est dans un lieu quelque part adapté. C'est ça ? C'est ça, voilà, tout à fait. C'est que dans tous les cas, dans ces journées ou dans ces après-midi de permanence, il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours une mixité dans les permanents qui permettra justement une rencontre et un bien-être durant cet après-midi. Mais également, quand on est inscrit dans le réseau de bénévoles, on peut avoir accès à des ateliers créatifs d'art plastique, de théâtre, qu'on va pouvoir proposer dans ce lieu, et également à l'accès à des manifestations culturelles, donc déjà de par le lieu d'exposition, mais également plusieurs fois par mois, on organise des manifestations, notamment les dimanches, à destination de tous les publics. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, nous avons vu qu'il fallait sensibiliser, former. On a une offre. On allait un petit peu plus loin, hein, parce qu'on a vu aussi comment apporter... c'est aussi une forme de soutien, de proposer des activités qui soient peut-être vues comme sociales, mais en fait, on voit bien que ça va venir stabiliser
la situation, en tout cas la santé psychique de la personne, parce qu'en fait, ça va rompre l'isolement, ça va remettre en confiance. Et puis maintenant, nous allons attaquer c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, nous allons aborder l'accompagnement, ce coaching qui était précisé tout à l'heure par le professeur. Quels sont les acteurs qui peuvent apporter un soutien aux employeurs publics pour accompagner ces situations de handicap psychique, parce qu'on a bien compris que le handicap psychique, ça ne va pas se compenser avec un siège ergonomique, avec un appareil, mais ça va être de l'aide humaine qui va essentiellement être nécessaire. Alors, tout à l'heure, on a notre Madame Vessière qui disait c'est compliqué. Hein. Et puis moi je disais que non, c'était pas compliqué. Alors vous allez comprendre pourquoi. On a le FIPHFP et la GFIP ont ensemble une offre de services avec des services qui sont mis à disposition des employeurs publics et privés pour les aider à compenser les situations de handicap, et quelle que soit la situation de handicap. Et cette offre est déclinée selon le même schéma, que l'on soit dans le nord de la France, dans l'est, dans l'ouest, en Guyane, etc., sur l'ensemble du territoire national. Et on a un acteur qui est central, qui s'appelle Cap Emploi, et qui est la porte d'entrée. Je prends souvent l'exemple de l'offre de santé de la sécurité sociale. Quand on a un problème de santé, qu'est-ce qu'on fait? Premier réflexe, on va voir son médecin généraliste. Et après, soit il va poser un diagnostic, soit il est en mesure de poser un diagnostic et d'apporter un traitement de la situation, soit il va nous réorienter vers un spécialiste qui lui-même sera en capacité de faire. Eh bien, c'est à peu de choses près. Le principe du Cap Emploi, c'est notre généraliste de la compensation du handicap, aussi bien dans le public que dans le privé. Et c'est Madame Bonneau qui va nous le présenter. Déjà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon image, mais en général, elle passe plutôt bien. Merci, Monsieur Guénaud, pour cette présentation, cette introduction. Effectivement, ça me fait glisser sur notre action. Alors, moi, je m'appelle Véronique Bonneau et je dirige Cap Emploi Saône-et-Loire. Mais Cap Emploi Saône-et-Loire, c'est Cap Emploi dans tous les départements, comme vous l'avez souligné, merci. Dans chaque département, vous avez un acteur à côté des missions locales, à côté de France Travail, ex-Pôle emploi. Donc nous sommes le 3e acteur du service public à l'emploi, spécialisé sur les personnes en situation de handicap et notamment titulaire d'un marché public d'accompagnement vers et dans l'emploi des personnes en situation de handicap, qu'on soit sur le secteur privé, mais aussi sur le secteur public, en déclinaison effectivement du FIP. Alors, sur l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, je crois qu'on n'est pas sur le cœur vraiment du sujet, puisque là, on parle d'arrêt de travail, on parle de difficultés, on parle de freins, de comment on redémarre, avec la jolie illustration des voitures. Donc moi, j'avais plus envie de vous parler du maintien dans l'emploi. Je crois que c'est ce qui avait été aussi convenu. Alors, sur le maintien dans l'emploi, nous, on n'a pas vocation à se substituer ni aux médecins, pardon, je vous corrige à peine, ni aux médecins, donc à cet avis médical, ni à l'employeur, dans sa politique RH, de comment il va conduire, en fait, le retour à l'emploi, ou comment il va gérer cette situation pour l'agent. Nous, en tout cas, on a vocation à s'intégrer plutôt dans cette équipe pluridisciplinaire. Donc, à tout moment, tout commence par un signalement, évidemment. Et le signalement, il peut être fait par le médecin, les services de prévention santé au travail, mais par l'agent, par la collectivité, par l'employeur, en fait, de cette fonction publique, de l'une des 3 fonctions publiques que l'on connaît. Alors, par cette porte, où effectivement, l'agent, le médecin, l'employeur vient nous contacter. Nous, qu'est-ce qu'on apporte au sein de cette équipe pluridisciplinaire? On apporte des solutions de compensation en mobilisant les aides et les dispositifs du FIP, évidemment. Alors, des aides humaines principalement. L'aide au tutorat peut être mobilisée. L'emploi accompagné, on en a parlé sur la table ronde
la première table ronde. Et puis aussi une vigilance sur les risques au long cours. Quand on va aménager, on va participer à l'aménagement du poste de travail. Et pour le coup, si on veut que ce soit pérenne et qu'on ne reconduise pas sur un échec d'arrêt de travail successif, c'est important. Je voulais vous parler aussi de la PPR. Alors, ce n'est pas la même PPR que vous, mais elles peuvent s'intégrer l'une dans l'autre. La période de préparation à la reconversion. Alors ça, c'est nouveau sur le petit côté législatif, c'est que c'est un droit pour l'agent à partir du moment où les experts, je ne suis pas employeur effectivement de collectivités publiques, mais quand même c'est un droit qui, à partir du moment où le conseil médical a prononcé un avis d'inaptitude qui est absolu et définitive, ça ouvre une période qui est d'1 an maximum, pendant laquelle, effectivement, une équipe pluridisciplinaire va se constituer, et on espère y être intégré, justement, si vous nous avez sollicité, pour chercher, effectivement, comment on va pouvoir maintenir la personne dans son poste ou dans un autre poste de l'une des 3 fonctions publiques. Alors, tout de suite... il faut préciser qu'il ne s'agit pas de vérifier, parce que ce n'est pas la vocation, comment on peut aller travailler dans le privé. Donc ça, effectivement, c'est exclu. Mais comment, dans le champ des 3 fonctions publiques, on peut faire des immersions, on peut tester, on peut faire des vies ma vie, on peut travailler le projet professionnel avec tous ces acteurs au sens large, et les participants sur cette table ronde en font partie. Comment aussi on va pas s'occuper pour s'occuper, mais comment on va travailler activement chacun dans son rôle. Le but, c'était de coordonner, parce que si effectivement on peut tous se superposer en brandissant, nous on a la solution, on saura faire, on va tout gérer. Je n'y crois pas, la complémentarité, vous l'avez souligné, elle est très importante. Et pour le coup aussi, de ne pas laisser l'agent, c'est une volonté, mais pas laisser l'agent dans sa période souvent d'arrêt de travail, à l'écart, désespéré, et de se dire que plus le temps passe, plus on va vers effectivement une désinsertion qui s'accentue et qui peut être définitive, avec aussi, et le professeur l'a rappelé en début de propos, avec des risques qui peuvent être sur le plan létal, effectivement, d'un passage à l'acte en comorbidité. Voilà. J'ai 2 questions à vous poser. Vous êtes en partie financé par la GFIP et le FIPHFP. C'est des fonds qui sont dédiés à l'emploi des personnes en situation de handicap. Faut-il que l'agent bénéficie d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, ou en tout cas qu'il soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi, pour qu'on puisse bénéficier mobiliser vos services et bénéficier de votre éclairage? Alors, oui, ou presque. Je m'explique. Oui, le plus souvent, parce que quand on bénéficie d'une RQTH, on a accès à nos services, mais aussi lorsque, effectivement, en prévention du handicap, la vie médicale ou des services de prévention santé au travail sentent qu'effectivement on va basculer vers une situation de handicap, pour le coup, en tout cas, appelez-nous. Poussez la porte de Cap Emploi. On a des numéros uniques dans chaque département. Vous nous trouverez. L'idée, c'est... voilà, quand on pressent que cette situation elle va se pérenniser sur l'aspect du handicap, n'hésitez pas à nous appeler, on sera là. Le plus souvent, vous nous appelez à peine trop tard. Je me permets de le souligner, à peine trop tard, parce que on est déjà dans cette période. Enfin, je l'ai souligné tout à l'heure, mais plus on est précoce, plus on évite des situations d'arrêt long, à tous ensemble. Et plus le retour sera facilité. Plus on attend, enfin on le sait, plus effectivement ce sera difficile. Donc mon propos, c'était de dire, quand vous nous appelez au moment de la période de préparation de reconversion professionnelle, la fameuse PPR, auquel on a droit lorsqu'il y a un avis d'inaptitude absolue et définitif au poste de travail,
déjà c'est que les choses sont enclenchées. Déjà, c'est que ça va pas bien. C'est que effectivement, la voiture commence à tousser pour réillustrer sur nos humoristes. Voilà, je pense que plutôt que de vous faire un cours théorique sur le périmètre très exact de l'offre de service de Cap Emploi, je pense que les signaux faibles, ils ont été tout au long de la matinée bien compris. On les connaît concrètement dans les situations. Plutôt que de manquer un acteur qui saura mobiliser ses aides et ses outils de droit commun, n'hésitez pas à pousser la porte. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et puis, je voulais faire une toute petite conclusion en vous disant qu'il y a un guide très bien fait, un guide méthodologique sur comment on réintègre, en fait, après un arrêt de travail long, suite à un arrêt long, un agent de la fonction publique. Donc, peut-être qu'au moment, effectivement, de la restitution dans le corps de mail, peut-être que on pourra le joindre. Voilà, et puis, à titre... si vous avez d'autres questions, je ne conclue pas, là. Juste avant votre conclusion, si vous permettez. Donc, on a bien vu qu'on a des situations qui vont se traduire quand même bien souvent par des arrêts de travail longs. On a vu qu'il fallait préparer le retour à l'emploi. Moi, je me mets dans la place d'un employeur, préparer le retour à l'emploi. Est-ce que je peux mobiliser le Cap Emploi? Donc, vous avez répondu à la question, pas besoin forcément de la RQTH ou d'être bénéficiaire pour vous appeler et pour échanger. Vous pouvez faire une première prise en charge. Peut-être accompagner l'agent à demander ces RQTH justement pour bénéficier d'autres accompagnements. Mais donc, peut-on vous appeler pendant cet arrêt de travail pour que vous puissiez contribuer à mettre en place l'accompagnement qui va justement permettre de préparer le retour? Bien sûr, le plus précocement possible. L'idée, c'est que si effectivement ça ne correspond pas à notre offre pile-poil sur Cap Emploi, on saura remobiliser, réorienter avec une assistante sociale qui aidera, avec une infirmière, avec un référent handicap. On trouvera, c'est notre rôle de travailler aussi avec des relais, donc n'hésitez pas. Donc voyez, vous vouliez peut-être conclure sur la simplicité de l'offre, vu que dans la mesure où vous êtes la porte d'entrée qui est plutôt clairement identifiée par le FIPHFP et la GFIP pour les employeurs. On ne demande pas aux employeurs de connaître tous les acteurs. On leur demande d'en connaître un. Il y a un acteur qui est généraliste de la compensation du handicap et pas médecin, mais je reprenais cette image de généraliste parce qu'on l'utilise pour nous. Et donc c'est Cap Emploi. Et après, votre cœur de métier, c'est de connaître tous les acteurs justement et de réorienter, de mobiliser les acteurs principaux. Donc vous êtes le grand simplificateur de l'offre de service, on peut dire. Le facilitateur vers les relais, certainement. Nous, notre point d'orgue, c'est le consentement. C'est un sujet d'actualité transverse, mais pour le coup, le consentement est d'avancer et de progresser tous ensemble entre tous ces acteurs que nous représentons et qui vont faciliter et qui vont jalonner le chemin, mais le consentement entre l'agent, son employeur, et puis la partie médicale, parce qu'il s'agit aussi, dans le projet professionnel qu'on va faire lorsqu'il y a une reconversion, c'est de vérifier que ça soit possible avec une évaluation des capacités cognitives. Et on ne peut pas s'en passer du côté médical, comme on ne peut pas se passer de tous ces acteurs solidaires, pardon de le dire de cette manière-là, et puis de l'assentiment, du consentement de l'agent et de la volonté de l'employeur. Voilà. Merci Madame Bonneau. Merci. Je vous en prie. Ah oui, ma petite conclusion personnelle, c'était de dire que la cause nationale, qui était la grande cause nationale de la santé mentale, voilà. Ben, écoutez, à la veille d'un gouvernement démissionnaire, moi j'espère qu'elle va rester se pérenniser comme grande cause nationale. Voilà, c'était ça ma conclusion personnelle. J'espère que vous serez entendu. Merci beaucoup. Donc, dans cette offre de service, on a cette porte d'entrée qu'est Cap Emploi. Et puis ensuite, on va avoir deux niveaux d'expertise, deux niveaux de prise en charge dans l'offre, qui est avec un premier niveau de prise en charge et spécialisé sur le handicap psychique, c'est l'appui spécifique handicap psychique. Et Stéphanie, nous revenons vers vous.
Alors Stéphanie Vett, je me suis déjà présentée tout à l'heure, responsable du service Insertion Plus Doux, porté par la Fondation Pluriel, l'ex-ADAPI du Doubs. On est donc situé sur Besançon. On est un acteur du champ de l'insertion professionnelle depuis un peu plus de 30 ans, mais plutôt dans le champ du handicap mental, la déficience intellectuelle, et depuis plus de 10 ans en faveur des personnes en situation de handicap psychique. Mon service ne travaille pas seul, on travaille avec 3 autres associations sur le territoire franc-comtois, 2 associations jurassiennes, Juralliance et puis l'association Saint-Michel-le-Haut, et enfin l'ADAPI du territoire de Belfort. Il y a un service, un autre prestataire aussi en Bourgogne, qui porte depuis plusieurs années, mais en tout cas depuis le mois d'avril 2024, le service d'appui spécifique, effectivement, spécifique au handicap psychique. Donc ce service-là, il peut être mobilisé soit par les acteurs du service public de l'emploi, Cap Emploi, France Travail, Mission Locale, mais aussi par les employeurs directement ou par l'intermédiaire de Cap Emploi. Donc les employeurs privés et publics, puisque c'est un service un marché qui est financé par la GFIP et le FIPHFP. Et ce service d'appui spécifique vise à intervenir en soutien direct des demandeurs d'emploi ou des salariés ou des agents, dans l'objectif de comprendre les répercussions du handicap. C'est souvent la première étape qui est nécessaire, c'est de comprendre comment le handicap se traduit dans le quotidien et dans le quotidien professionnel, de comprendre les répercussions du handicap, les besoins de la personne. On l'a dit tout à l'heure, chaque situation est différente. Toutes les personnes bipolaires n'ont pas les mêmes besoins, toutes les personnes dépressives n'ont pas les mêmes besoins, toutes les personnes schizophrènes n'ont pas les mêmes besoins. L'idée ensuite, c'est de venir identifier les besoins de compensation. Quand on est en situation de handicap et qu'on est titulaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'emploi est possible. Pas toujours, mais souvent l'emploi est possible, mais dans certaines conditions. Le service d'appui spécifique va permettre justement de venir identifier les aménagements nécessaires, les compensations nécessaires pour que la personne puisse accéder ou se maintenir dans une situation de travail ou dans une situation de formation. Je rappelle au passage qu'on est quand même souvent sur des aménagements qui sont peu coûteux. Je dirais que dans plus de 90% des cas, l'aménagement qui va être primordial, ça va être le temps de travail. On est face à des gens qui ne peuvent plus travailler à temps plein, ou qui ne peuvent plus pour une durée, en tout cas indéterminée, et pour lesquels la personne, le médecin psychiatre, les psychologues s'accordent à dire, voilà, cette personne, elle peut reprendre le chemin de l'emploi, mais allons-y, prudemment, tranquillement, avec quelques heures par jour, ou avec un repos hebdomadaire le mercredi, pour couper un petit peu, pour laisser la personne aussi se rendre à ses rendez-vous médicaux, qui sont souvent nombreux, à des rendez-vous autres comme un accompagnement social. On est souvent face à des personnes qui ont aussi des services comme le SAMSA, présenté tout à l'heure par les invités au festin, ou des SAVS, des services d'accompagnement à la vie sociale. Voilà, on est face à des personnes qui sont souvent très entourées, qui ont souvent plein d'accompagnement et qu'il est nécessaire de maintenir pour le bon équilibre de la personne. Les employeurs, parfois on est, mais non, moi je peux proposer du temps plein, voilà, sauf qu'à un moment donné, un temps plein peut venir perturber tout l'équilibre qui a été trouvé grâce à l'intervention de différents partenaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, aucun service n'est capable de venir proposer un appui et un soutien pour tous les domaines de la vie. Donc les personnes sont face à une multitude d'acteurs, de soutien, et vraiment j'insiste sur le fait qu'il est important de les maintenir. Un des aménagements qu'un employeur va peut-être pouvoir, en tout cas, mettre en place, c'est le maintien de l'accès aux soins. C'est d'aménager le temps de travail de sorte que la personne puisse effectivement se rendre de façon hebdomadaire ou tous les 15 jours ou mensuellement à ses rendez-vous médicaux. Très important. Maintenant, l'employeur ne pourra s'adapter à ce rythme de travail que s'il est au courant, que si effectivement la personne ou un accompagnateur, Cap Emploi ou notre service ou l'emploi accompagné puisse à un moment donné expliquer
à l'employeur, faire cette médiation, parce que c'est parfois difficile pour les personnes elles-mêmes de venir expliquer ses besoins par crainte d'être stigmatisé ou par crainte d'en dire trop parfois ou de ne pas en dire assez. Et voilà, nos rôles consistent aussi à venir un petit peu traduire, faire le médiateur entre la personne et l'employeur. Et une fois les aménagements identifiés, notre travail consiste à aider à la mise en place de ces aménagements. Donc, encore une fois, ils sont souvent peu coûteux, mais il est nécessaire de les maintenir dans la durée. On a parfois des employeurs qui disent écoutez, là ça va, ça y est, là ça fait 3 mois, tout va bien, on peut peut-être monter un petit peu en charge. Voilà, alors peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir effectivement, s'il y a des changements à opérer, de les préparer, de les discuter tous ensemble. Parfois, la personne ne va pas oser dire non. Donc, il est nécessaire aussi de consulter ces services qui, à un moment donné, ont pris le temps de comprendre qui est la personne, ses besoins, pour s'assurer qu'on n'aille pas trop vite et qu'on n'aille pas détruire tout ce qui a été construit par le passé et souvent qui a pris beaucoup de temps. Voilà la sensibilisation du collectif de travail. Alors, on n'est pas là pour faire de la formation. Il y a plein d'opérateurs qui sont là pour faire de la formation, de la sensibilisation au handicap. Mais nous, on va, avec l'accord de la personne, proposer d'apporter des éclairages au collectif de travail, aux collègues de travail. On a pu se rendre compte que si on n'était pas transparent aussi par rapport aux aménagements qui pouvaient être nécessaires pour un maintien dans l'emploi, parfois la personne pouvait être montrée du doigt si elle n'était pas connue avec cette situation de handicap en disant voilà, là il y a un petit chouchou, il y en a un à qui on tolère qu'elle parte à 16h ou qu'elle arrive à 10h ou qu'elle fasse comme elle veut avec ses horaires de travail. Sauf que non, c'est une nécessité, mais cependant si elle n'est pas expliquée, derrière, il peut y avoir un rejet des collègues ou en tout cas, ça se traduit par des grosses difficultés relationnelles. Donc on explique aux personnes, là encore, que ce n'est pas dans le but de la montrer du doigt, mais c'est aussi pour expliquer, parce qu'on comprend qu'à partir du moment où les choses sont expliquées, pourquoi il y a ces aménagements. On déstigmatise, c'est bien le sujet. Ouais. Donc avec les collègues, et puis donner aussi quelques clés de compréhension, je dirais pas le mode d'emploi, mais aux managers pour qu'ils puissent avoir un management adapté, ce qui sera aussi utile. Souvent, l'identification d'un tuteur est nécessaire, une personne ressource. Alors la difficulté, c'est nommer un tuteur, c'est facile. Nommer un tuteur qui accepte la mission de tutorat, à qui on donne le moyen de prendre du temps avec la personne. Ça peut être quotidiennement, 5 minutes à la fin de la journée, comment ça s'est passé, ou 5 minutes au début de la journée, voilà, aujourd'hui ce qu'on attend de vous, de toi, de pouvoir peut-être partager des informations que la personne aurait oubliées, ou un changement d'organisation, enfin voilà, tout est... plus on anticipe, que ce soit la sollicitation, que ce soit des changements à venir, mieux ils seront vécus par la personne qui elle-même va être très fragilisée si elle est face au mur, même si le changement paraît dérisoire. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc là, c'est le premier niveau. Là, cet appui spécifique, vous venez de le présenter, il est formaté, il est limité dans le temps. Il n'est pas infini, donc il y a différents services. On ne rentre pas dans le détail là, des différents services qui sont proposés. Vous les avez présentés de manière générale, c'était assez clair. Il y a un deuxième dispositif qui s'appelle l'emploi accompagné et qui est mis en œuvre en Franche-Comté par la FTC. Et Véronique, vous avez un micro? Non, ils sont tous là. Merci. Et donc vous allez nous présenter. Donc on est également sur un dispositif qui va permettre de compenser le handicap psychique, qui apporte un accompagnement. Je pense que vous auriez pu reprendre la plupart des mots qui ont été cités. Donc moi ce que je vous propose, c'est plutôt de le présenter de manière en disant qu'est-ce que fait l'emploi accompagné qui n'est pas fait dans le dispositif précédent, parce que pour le reste ça va être commun. Exactement. Voilà, oui, je crois que c'est vraiment, on pourrait dire les mêmes choses. Donc aujourd'hui, moi je me présente, je suis Véronique Euse, je suis adjointe de direction à la FTC et j'encadre, je suis chef de file de la plateforme emploi accompagné du 70 de Haute-Saône et je suis accompagnée par Émilie Parmontola qui est chef de file pour la plateforme emploi accompagné du Doubs, du Jura et du territoire de Belfort. Alors peut-être la différence, effectivement, nous c'est un accompagnement, ce que propose l'emploi accompagné, c'est un accompagnement dans la durée.
Donc ça, je crois que c'est la grosse différence. C'est un accompagnement aussi, on va dire, médico-social, hein, l'articulation entre l'insertion accompagnement dans l'entreprise, mais aussi qui va prendre en compte toute la situation de la personne, tous les freins qui peuvent être là, hein, à l'emploi, qui peuvent fragiliser l'emploi. Donc, ce sont des conseillers en emploi accompagnés qui interviennent. Ils ne feront pas tout, ils ne vont pas faire l'assistance sociale, ils ne vont pas résoudre les problèmes de mobilité, de soins, mais ils vont surtout pouvoir faire de l'articulation, de la coordination, du lien avec tous les partenaires qui peuvent soutenir ces problèmes qui... on va dire, transverses ou périphériques au problème des fois de l'emploi. Hein. Alors, on va coordonner, mais pour pouvoir bénéficier de l'emploi accompagné, hein, je pense que les portes d'entrée, comme vous disiez, ça va être déjà Cap Emploi, éventuellement les prestations à appui spécifiques, et après qui pourront mobiliser l'emploi accompagné s'il y a besoin de cet accompagnement dans la durée, si on repère qu'il y a ces difficultés récurrentes qu'on puisse intervenir de façon en prévention. Hein. Je pense que ça a été dit plusieurs fois dans la matinée. Je pense qu'aussi l'emploi accompagné va pouvoir aussi prévenir. Et c'est pour ça que cet accompagnement dans la durée ne permet pas d'arriver seulement quand il y a le problème, mais essayer de voir un petit peu quand il y a des changements d'organisation, des changements d'encadrement, de pouvoir venir intervenir avant. Et prendre en compte aussi toute la dimension personnelle et de santé de la personne. Merci. Et c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure à travers le témoignage de Jérôme Guichard qui bénéficie justement de l'emploi accompagné. On a pu voir le type d'accompagnement. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle pour nos acteurs qui peuvent comme ça intervenir pour stabiliser les situations de handicap psychique? Docteur Khoury. Alors moi, je ne sais pas s'il y a une question, je réfléchis toujours à haute voix. Les idées me viennent comme ça. Premièrement, quid des troubles psychiques sévères? Franchement, me concernant en tant que médecin, je pense qu'il ne faut pas chercher à tout prix d'insérer, parfois. On peut nuire. Hein, et le travail qu'on donne à la personne, c'est plus de l'occupationnel et de la sociabilisation, plus qu'une réinsertion réelle quand il y a des troubles majeurs. Ça permet à la personne d'avoir une existence. Voilà. Deuxième point, les profils de postes proposés par les entreprises, parce qu'on sait très bien que quand on va réinsérer, il faut, ce que j'ai oublié de dire, parce que je ne suis pas médecin de travail, mais je le fais au quotidien, c'est le profil de poste proposé par les entreprises. Tout le monde ne peut pas travailler partout. Et quand il y a des offres spécifiques pour des RQTH, est-ce que les employeurs ne préféreraient pas un handicap physique qui est facile et codifié qu'un handicap psychique qui peut être parfois difficile à gérer au sein de l'entreprise? Troisième point, quand on trouve un poste adapté à la personne et qui nécessite un déménagement, est-ce que vous arrivez à trouver une solution? Parce que le déménagement, c'est un changement de cadre de vie qui peut aggraver le trouble psychique et l'éloigner de lieux de soins aussi. Alors tout ça, je regarde un peu le côté négatif avec toute cette volonté que nous avons. Je ne sais pas s'il y a une réponse, s'il y a des gens qui ont de l'expérience. Voilà, je réfléchis à haute voix. Sur le fait que toutes les personnes ne peuvent pas travailler, tout à l'heure ça a été dit clairement par Stéphanie, il y a des personnes qui pourront travailler en milieu ordinaire, d'autres en milieu protégé, et d'autres pas du tout. Hein, donc il faut aussi l'accepter. Merci. Sur cette notion de travail en fait et d'insertion professionnelle, au Clubhouse, on considère qu'une insertion professionnelle va être réussie à partir du moment où la personne, la membre retrouve une activité régulière dans laquelle la personne se sent utile. Donc ça peut être au départ des immersions assez courtes, des stages, du bénévolat. Sur du long terme, du bénévolat sur du long terme, eh bien, tout bénévole est productif à la société. Je veux dire, sans le bénévolat, notre société aurait ses fondements craquelleraient. Hein. Donc en fait, il y a le travail, certes, il y a l'emploi.
le travail rémunéré et le travail qui est rémunéré par la reconnaissance que l'on en tire personnellement. Donc même pour les troubles psychiques sévères, je pense que l'on peut en chemin trouver des solutions. Voilà, chacun a son échelle et sa richesse. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Et pardon, juste une dernière chose, c'est que notre société, en fait, se veut maintenant beaucoup plus inclusive, et c'est vrai. Toutefois, je rejoins un peu ce qu'a dit le professeur sur le terme handicap. Nous, on parle beaucoup, bien sûr, on considère qu'il y a des handicaps, mais on parle beaucoup de particularités, de différences, et accepter, inclure, se dire qu'on travaille avec les particularités de tous nos collègues, de nos amis, tous nos membres de notre famille, même si c'est pas très facile par rapport à notre norme habituelle, hein, la norme que notre société véhicule finalement sur tous les pans, dans tous les pans de la société. C'est peut-être pas simple, mais c'est aussi à nous de nous adapter pour que notre société soit réellement inclusive et surtout que l'on tire richesse de ces différences, de cette humanité qui nous paraît différente, mais qui fait qu'on est un peu plus humain. Voilà, c'était un peu le message que je voulais faire. Alors moi, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. Effectivement, parfois pour certains bénéficiaires, l'emploi, c'est pas une fin en soi. Et du coup, l'idée, en fait, c'est de pouvoir l'accepter et de pouvoir faire en sorte que la personne puisse avoir des activités, se remobiliser. C'est déjà énorme et finalement, c'est une étape supplémentaire qui va peut-être aussi participer à la stabilisation de la personne. Toute situation est finalement une situation à prendre en compte de manière individualisée et vraiment de faire en sorte que la personne puisse évoluer. Moi, j'ai des personnes dans le service, alors tout comme dans l'ensemble des dispositifs, où finalement, voilà, à un moment donné, ils sortent de l'emploi accompagné parce qu'effectivement, il y a eu plein de choses, plein d'étapes qui ont été mises en place, mais pas forcément l'emploi. Mais la personne est totalement épanouie. Et du coup, finalement, les exigences d'un contrat de travail, c'est extrêmement difficile, hein, il faut être honnête. L'emploi, parfois, va nécessiter d'avoir du rendement. En règle générale, c'est ce qu'on va demander. Et du coup, il y a des personnes où forcément, le fait de mettre en place un contrat de travail, c'est déjà extrêmement difficile. Et on va passer par des phases de bénévolat qui vont faire en sorte que la personne va être totalement épanouie dans son parcours de vie. Merci. Je suis désolé. Ce que je vous propose, c'est il y a un temps après informel et là on est au niveau timing. Ou alors sinon, j'entends déjà les estomacs se manifester. Donc je pense que je vous remercie infiniment pour vos présentations. Merci beaucoup. Et nous allons avoir une dernière intervention de l'équipe Lisa. Mais juste un mot avant que vous commenciez. L'intérêt de ces experts, quand même, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir reprendre l'emploi tout de suite. On aura peut-être des agents qui ne pourront jamais reprendre l'emploi. Mais tant qu'on n'a pas mobilisé ces experts, tant qu'on n'a pas eu un diagnostic fait par des professionnels, eh bien, en fait, on ne sait pas si c'est possible. On ne sait pas si c'est possible. Aujourd'hui, j'ai la conviction qu'on a des personnes qui sont mises à la retraite pour invalidité que l'on pourrait maintenir dans l'emploi en mobilisant ces services-là. Et ce que j'espère, c'est qu'après cette journée-là, ça va changer. Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission culinaire, Poussez la porte de la cuisine. Vous avez les ingrédients, nous avons la solution. Bonjour à tous et bienvenue en effet pour notre émission culinaire. Aujourd'hui, nous allons préparer notre fameux gâteau Retour au boulot. Ah, quelle recette! Une recette incroyable. Pour ce fameux gâteau, de quoi allons-nous avoir besoin? Alors, nous avons besoin de beaucoup d'ingrédients, de beaucoup d'étapes culinaires. Vous allez peut-être vous sentir un peu perdu, mais rassurez-vous, nous avons la solution. Déjà le faire ensemble, notre gâteau Retour au boulot. En effet, si chacun est tout seul dans sa cuisine, eh bien là, ça ne va pas fonctionner. C'est en partageant nos connaissances que nous allons pouvoir mettre la main à la pâte, comme vous vous en doutiez. Effectivement, un siège ergonomique ne va pas nous suffire pour faire la cuisine. Tout à fait.
Prenons d'abord les 4 piliers de cette recette, s'il vous plaît, Michel. Écoute. Il y a le PPR. Alors, il ne faut pas confondre avec le PPR. Parce qu'on a le PPR classique. Oui, mais il y a le PPR qui est différent. Et c'est pas dit qu'on les connaisse tous, oui, les PPR. Et vous savez, c'est un peu, j'ai envie de dire, un peu chacun son PPR quand même, quelque part. Et Dieu pour tous. Et Dieu pour chacun tous, son bien sûr. PPR et Voilà. Dieu pour tous. Chacun son PPR, on le valide, c'est son petit truc à soi, son PPR, et ben on le met, c'est sa petite touche personnelle, ça on l'oublie pas. Son identité culinaire. Les pérédents. Dessus, du pérédent, on en met, on y va, dans notre rouleau, on a besoin de pérédent, on n'hésite pas. À la pérédance, on ne mesure pas, c'est à la louche. Alors on en met des litres et des litres. C'est comme la chartreuse, vraiment là, voilà, pour le prix, c'est vraiment un super solide. Non, ça c'est pas petite tendance à la chartreuse. J'ai des collègues, mais en même temps, si on rajoute de la chartreuse à la pérédance, ça crée du lien. Et vous savez que nous, c'est important de créer du lien. Ensuite, c'est très important. Je vous en prie, Michel. Je vous en prie sur la façon de le rouler, très bien, la façon dont tout le monde va pouvoir le mettre. Donc on y va, on roule, on y va doucement, et surtout, on fait des tests médicaux réguliers. C'est-à-dire qu'on va prendre son thermomètre et on va mesurer la température. Parce que si votre retour au boulot est trop chaud ou trop froid, eh bien, voilà, il faut régulièrement savoir si ça va craquer sur les voilà. entournures. Hein, et s'il craquelle un peu, il ne sera pas présentable, c'est pas grave, il sera bon quand même, mais dans la présentation, bon, oui, et du coup, ça nous permet d'identifier les besoins de compensation que nous allons devoir adapter. Est-ce qu'on rajoute de la farine, du PPR encore et du RQTH, c'est très important. C'est toujours sympa, ça met une petite fête. Ça aide. Voilà, ça c'est vrai que c'est super. Et des fois, c'est des aménagements peu coûteux, des adaptations peu coûteuses. Il suffit de le laisser pousser une demi-journée plutôt qu'une journée entière. Je veux dire, on n'est pas obligé de... Ah si, une chose très importante, c'est par rapport à tout ce qui est... Alors vous pouvez mettre, bien sûr, il va falloir par contre les faire très cuire, parce qu'il y a des risques d'indigestion. C'est au niveau de tout ce qui est conflit, harcèlement, situation de stress. Ah oui, oui. Nous, ce qu'on vous propose, c'est que vous mettez ça au grill à 300 degrés, par exemple, bien cramé, il faut vraiment qu'il y ait ce côté bien croustillant, qu'on n'en parle plus parce qu'une poudre. Vous voyez, on le réduit en poudre. Il faut que la stigmatisation se dissolve un petit peu grâce à la chaleur humaine, par exemple. Ce qu'il va y avoir par rapport à votre stigmatisation, vous avez un risque. Quand vous sortez votre retour au boulot du four, il ne peut ne pas être à l'image que vous aviez. Donc il va falloir l'aimer, votre retour au boulot, d'accord? Pas seulement d'avoir fait. C'est aussi que tout le monde dise, oui, bah, moi je l'aime bien celui-là, alors, oui, allez, on en mange une petite part, on est content. Hein. Déjà, si vous le vendez comme ça, ce sera plus facile. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et c'est très pratique, vous pouvez le proposer dans une bistroterie, pendant une biennale. C'est très bien, mais même à la fin d'une matinée de Tour de France sur les handicaps invisibles, hein, un petit retour au boulot à côté d'un café, c'est du plus bel effet. Hein, si vous avez un souci, nous avons un numéro unique, vous pouvez nous appeler, hein, sans problème, hein, c'est vraiment... Si vous avez des questions, on n'a plus le temps, par contre. Et n'appelez pas trop tard, parce que souvent on appelle trop tard. Vous poussez la porte, on est déjà parti. Oui, c'est ça, le bâton dans le four, et ça, et puis c'est fichu. Donc si vous n'avez pas de questions, ça tombe bien. Si vous en avez, on peut se retrouver au buffet. Oui, je crois que tout le monde est invité au festin. J'ai l'impression. On va pouvoir déguster du petit club house. Oui, voilà. On a faim. Enfin, une femme. Il n'était pas facile.